Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tribu Gravel, le podcast qui parle de gravel, de bikepacking et d'aventure à vélo. C'est Hugo de gravelpassion.fr, la première plateforme qui vous accompagne de A à Z dans l'univers du gravel bike. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode après une petite pause. En effet, ça doit quasiment faire à peine un mois que les derniers épisodes sont sortis. C'était des épisodes un petit peu spéciaux, un petit peu hors série. Et donc justement, on va revenir aujourd'hui sur la petite aventure que j'ai vécue en juin, donc ma traversée de la France avec une bonne partie sur les roues, sur les chemins même, du Challenge Tourmagne. Donc voilà, le podcast du jour, avec du coup quelques semaines de recul, va me permettre de débriefer de ce périple, mais ça va pas être un long monologue qui va détailler l'aventure, c'est pas vraiment que l'objectif. L'objectif, c'est aussi de vous partager ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné sur le plan matériel, sur le plan nutrition, sur le plan logistique, etc. Donc voilà, de vous partager mon aventure pour vous aider vous aussi à réaliser demain un bikepacking de 5, 10, 15 jours. Voilà. J'espère que à travers ce podcast, vous allez en ressortir avec quelques tips, quelques conseils, quelques retours d'expérience pour des bikepacking d'une durée moyenne, voilà, entre 5 et 15 jours. Alors pour ceux qui auraient loupé le début de l'aventure, je me suis lancé le 17 juin 2023 pour ce qui est à ce jour, entre guillemets, l'aventure la plus marquante que j'ai pu vivre sur un vélo, notamment sur le plan mental, émotionnel. Donc je suis parti d'Angers, de la ville d'Angers le 17 juin, c'était le lendemain du Naturist Bike, j'avais été sur le salon le vendredi, j'ai d'ailleurs fait un article sur le site pour ceux qui sont intéressés par les nouveautés qu'on aurait pu remarquer sur le Naturist Bike. Donc voilà, je me suis lancé le 17 juin d'Angers pour un périple qui devait être initialement de 2300 km et de 12 voire 13 jours. On verra par la suite que ça ne s'est pas passé comme prévu et que je n'ai pas fait 2300 km mais entre guillemets seulement 1500 et non pas du coup en 12 jours mais en 8 ou 9 étapes. Voilà. Donc l'objectif de ce bikepacking, c'était de rouler sur les traces de deux pionniers qui en 1897 avaient traversé la France en partant de Melun pour arriver à Nîmes sur les chemins et les bécanes de l'époque. Donc en fait, pour vous la faire courte, vous retrouvez aussi là-dessus pas mal d'infos sur gravelpassion.fr si vous êtes intéressé par les détails du challenge. Mais globalement, derrière, on a une fine équipe avec notamment Mathieu Brunet, qui est le PDG actuel de Zefal, qui en fait ont décidé de refaire vivre cette aventure à nous, humbles cyclistes amateurs, à travers donc ce challenge qui reprend en partie les chemins traversés de l'époque, mais en tout cas une partie de l'itinéraire. Donc un itinéraire bien gravel avec une bonne proportion de chemin gravel et une autre partie route qui vient donc de partir de Melun pour arriver à Nîmes en traversant le centre de la France, l'Auvergne puis les Cévennes. Donc vraiment une aventure qui sur le papier s'annonçait dépaysante en traversant une partie de la France dont on n'a pas l'habitude de traverser souvent à vélo et dont il ne nous viendrait pas à l'esprit d'y réaliser des bikepacking. Donc voilà, on va revenir après sur les points positifs, les points peut-être un peu moins positifs de ce challenge. Mais en tout cas, ça c'était la genèse du projet et c'était le cœur du périple et la petite touche de motivation pour réaliser entre guillemets ce périple, parce que franchement, à titre personnel, je trouvais l'idée incroyable de me dire que je roulais sur les traces de ces deux aventuriers à vélo. Qui plus d'un siècle avant moi, sur le matériel de l'époque, les conditions de l'époque, les routes de l'époque, ont réalisé, eux ils avaient mis 9 jours donc pour faire ces 900 km, ont réalisé quand même quelque chose d'incroyable. Donc ça me tenait vraiment à cœur de me sentir aussi un petit peu comme eux, mais à travers l'époque d'aujourd'hui. Donc je suis parti d'Angers
le 17 juin, avec une première arrivée un petit peu avant Orléans, à Beaugency. Donc une première étape de 210 km, toute plate, au bord de la Loire à vélo. C'est mon 200 km le plus plat de l'histoire, puisque je crois à la fin on n'a même pas 500 mètres de dénivelé positif. Donc un 200 km entre guillemets plutôt facile, même si ce jour-là il a fait très très chaud, le mercure est monté à 36-37 degrés. Mais voilà, j'avais le vent 3/4 d'eau, plutôt favorable, ce qui compte quand on est sur des portions assez dégagées comme la Loire à vélo. Donc voilà, une première journée qui a permis de valider le matériel, où tout s'est très très bien passé. Je suis arrivé dans les temps à un petit camping à Beaugency. Donc justement, en parlant de camping, c'est l'occasion pour moi de vous présenter entre guillemets mon setup. L'objectif de ce voyage, contrairement à tous mes précédents bikepacking, ce n'était pas de bivouaquer, mais de ne faire exclusivement que des hébergements en dur. On verra par la suite que j'ai eu le nez fin sur cette aventure parce que ça m'a quand même bien aidé de faire des hébergements en dur. Donc ce soir-là, j'ai quand même été au camping parce qu'en fait, ce petit camping au bord de la Loire à vélo proposait des tentes en dur dans lesquelles il y avait déjà un lit, un matelas. Et donc moi, je suis juste arrivé avec mon sac à viande, je me suis glissé dedans et c'était parfait pour une première nuit. Par contre, cette première étape, si elle m'a permis de valider le matériel, elle m'a aussi permis de me rendre compte que je suis parti quand même très chargé. J'ai eu la mauvaise idée, entre guillemets, de peser le vélo juste avant le départ le matin, et avec l'eau, les bidons, en gros, j'avais une charge de 14 kg. Donc avec un vélo qui était aux alentours initialement déjà des 9 kg, on arrivait avec un poids de 23 kg, vélo plus bagage plus eau. Donc c'était quand même assez conséquent, surtout pour quelqu'un qui ne bivouaquait pas. Voilà, alors j'ai fait le choix d'emmener de privilégier quand même le confort dans ce que j'emmenais. Donc on n'était pas sur un setup très minimaliste, on va dire. Sacoche de sel, 11 litres, sacoche de cadre, sacoche de top tube, petite sacoche de cintre, une petite, et 2 sacoches de fourche. Mais en fait, le fait de ne pas bivouaquer nécessite d'emmener un petit peu plus, je pense, de vêtements de rechange et en fait d'une tenue civile versus si on bivouaquait. Donc voilà, le poids monte assez vite. Il y avait un petit peu de nourriture aussi quand même pour être un petit peu autonome sur cette partie-là, notamment pour les repas du midi. Voilà, donc le poids est monté assez vite. Autant sur les parties roulantes et plates, franchement, je ne trouve pas ça très impactant, mais j'appréhendais un petit peu les portions qui pouvaient grimper par la suite. Donc, deuxième étape, je suis parti de Beaugency, direction Melun, pour en fait tout simplement rejoindre le départ du challenge. Puisque ces 2 premières étapes étaient hors challenge, je ne voulais pas rejoindre Melun en train, je voulais aller à vélo à Melun. Ce qui m'a nécessité 2 étapes. Sur cette deuxième étape, j'ai eu la chance de rouler avec Monsieur Fall, que vous devez très certainement connaître. Voilà, on a partagé 2-3 heures ensemble, c'était très très agréable, sous une météo bien différente de la veille, une petite pluie fine qui m'a accompagné toute la matinée, mais qui franchement faisait du bien, parce qu'en fait il faisait déjà tellement lourd que c'était une petite pluie fine, et ça ne m'a pas impacté. Donc je suis arrivé à Melun, le soir à Melun, de gros orages ont éclaté, mais moi j'étais déjà à l'abri. Mais c'est là que j'ai pris connaissance de la météo pour les jours à venir, et c'est vrai que plus je devais descendre dans le sud, plus la météo s'annonçait catastrophique en termes d'orage. Et on verra par la suite que ça a eu un impact notamment sur mon mental, puisque j'ai traversé 3-4 jours très très difficiles sur le plan météorologique. Donc le 19 juin, 2 jours après, départ officiel de ce challenge Tourmagne, avec un départ matinal de Melun et une première étape où j'avais planifié d'arriver à Cosne-sur-Loire, 180 km plus tard. On verra que ça s'est bien passé, et d'ailleurs pour toutes mes étapes j'ai respecté mon lieu d'arrivée. On en rediscutera après, mais je pense que c'est un point important. Donc sur cette première étape, pas de difficulté en termes de dénivelé ou autre, on reste quand même au niveau du centre de la France, donc relativement plat,
Une première étape où je n'ai pas eu d'eau pendant l'étape. Par contre, il y a eu tellement de forts orages la nuit que rien que la traversée de la forêt de Fontainebleau, c'était déjà assez difficile entre les arbres qui venaient vraiment de tomber au sol, les branches, etc. Un terrain un peu sableux et donc on s'enlisait un petit peu. Donc déjà quelques avant-goûts de ce qui m'attendait pour la suite. Mais hormis une première heure difficile, le reste de la journée s'est mieux passé et c'était validé. Je suis arrivé à Concours-sur-Loire, le checkpoint était validé, pas de problème matériel, franchement tout allait pour le mieux. Ensuite, le lendemain, départ de l'étape 4, direction Saint-Pourçain-sur-Sioule, avec là cette fois-ci 190 km. On verra que j'ai essayé de faire 2 premières étapes, donc les 2 premières étapes du challenge, assez longues, puisque c'était entre guillemets les plus faciles en termes de dénivelé, pour avoir une stratégie par la suite qui me permettait de réduire les kilomètres, de lisser le dénivelé sur 4 étapes, et une stratégie qui s'est avérée plutôt payante, je pense. Donc là, cette étape direction Saint-Pourçain-sur-Sioule, une très belle étape. Il avait encore plu la nuit, mais le matin ça allait. Je suis parti sous la brume avec déjà les premiers coups de cul au niveau de Sancerre. Mais franchement, ça s'est plutôt bien déroulé et ça a été. Donc une arrivée à Saint-Pourçain-sur-Sioule après 9 heures de vélo. Donc nickel. 21 juin, journée la plus longue de l'année, une journée aussi assez longue sur le vélo. Alors là j'avais seulement 156 km de prévu avec les premiers massifs d'Auvergne. Donc on se rapprochait sur cette étape du Puy-de-Dôme qu'on contournait, on traversait Clermont-Ferrand et j'envisageais donc d'arriver à Issoire. Une étape assez compliquée là aussi sur le plan de la météo, où en fait chaque chemin gravel commençait déjà à devenir quasiment un chemin VTT de par la météo. Un gravel aussi un peu plus cassant et surtout des chemins vraiment impraticables. Une petite galère le matin dans les monts d'Auvergne avec une petite crevaison qui s'est bien finie. J'ai pu m'arrêter dans un magasin de vélo à Clermont-Ferrand chez les cycles Tempo, un super magasin d'ailleurs très orienté gravel bikepacking. Donc si vous êtes de passage sur Clermont-Ferrand, allez passer un petit coucou chez Tempo Bike. Mais ça a été la fin d'étape en fait qui a été extrêmement compliquée mentalement, puisque on a commencé par faire les bords de l'Allier, une partie des bords de l'Allier. Alors je crois que j'en ai fait une partie la veille déjà au niveau de Moulins, mais là pendant quelques kilomètres j'ai retrouvé les bords de l'Allier et en fait c'était quasiment de la glaise. Il y a eu un petit single assez étroit qui sur terrain sec était très très dur, mais là avec les précédentes pluies est devenu un peu de la glaise. J'ai eu un premier bourrage qui s'est facilement enlevé après quelques kilomètres sur une portion routière. Mais voilà, je me disais, le prochain chemin comme ça peut quand même être compliqué. Et ça n'a pas manqué. J'ai fait un chemin en montée où au bout de 500 mètres, je me suis littéralement enlisé. Donc là, ça a été mon premier petit moment de détresse parce qu'en fait, je me suis tellement enlisé qu'il y a eu un bourrage. Ça a fait coincer la chaîne entre le petit plateau et le boîtier de pédalier. Ça a cassé la petite patte anti-déraillement justement. J'ai dû faire 1,5 km, 2 km à pied en poussant le vélo, mais en fait en poussant le vélo, ça continue quand même de s'enliser. Il aurait presque fallu le porter, mais avec 23 kg, c'est quand même relativement lourd. Donc voilà, j'ai réussi à trouver un cimetière à Montpérou, où avec l'eau du cimetière, j'ai essayé d'enlever à la main le maximum de boue, mais ça a été très compliqué, ça m'a permis de repartir. Coup de chance, 15 km plus loin, je croise un monsieur qui lavait son mur avec un Karcher. Du coup, ni une ni deux, je m'arrête. Je lui demande si je peux nettoyer mon vélo avec le Karcher, mais il était un petit peu stupéfait. Et ça m'a permis d'arriver à Issoire, mais avec déjà là pas mal de jus laissé, non pas sur le plan physique, où en toute objectivité, pour le moment ça allait, mais c'était plutôt sur le plan mental, où j'avais laissé quand même quelques cartouches, et des fois on se demandait mais qu'est-ce que je fais là quoi, une météo vraiment pas facile. Alors de toute façon on verra par la suite que quand on part sur 9, 10, 12 jours, voilà, c'est très difficile d'avoir la météo vraiment à 100% avec soi, et on rencontre tous
Si on a déjà tous fait un petit peu de vélo, voilà, des météos compliquées, mais sur l'instant, on se dit qu'est-ce qu'on fait là. Là, le matériel qui avait été mis à rude épreuve, quand j'ai tout nettoyé après à la maison, les batteries, parce que je suis avec une transmission électronique, et notamment la batterie avant, donc SRAM E-Type AXS, a été complètement limée par la boue en fait, même si j'ai pas trop forcé, j'ai pas fait trop de tours de pédale avec, complètement limée. Donc voilà, il y a eu aussi des parties au niveau du cadre où la peinture s'est enlevée, etc. Et encore, je me suis dit que j'ai pas forcé, j'ai pas essayé d'aggraver la situation. Parce que je suis assez précautionneux sur le plan du matériel. Mais voilà, là, ça a vraiment été compliqué. Et le lendemain, direction Issoire-Saint-Flour. Donc là, c'était une petite étape de 143 km avec 2500 mètres de D+. À chaque fois, en fait, j'ai guère eu plus de 2500 mètres, puisque vu que j'ai lissé le dénivelé sur 4 étapes, bah voilà, j'ai eu 4 étapes aux alentours des 2200-2300 mètres, mais j'ai pas eu d'étape à 4000. Donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et du coup, mentalement, sur cette 6e étape et la 4e du challenge, je savais que le moindre chemin me faisait peur en fait. J'avais peur de re-rencontrer la même situation dès que je prenais un chemin. Et ça n'a pas manqué puisqu'après 3 km, je me pose mes roues dans un chemin et là, de la glaise et même le pire, peut-être le pire des chemins. J'ai fait 3 mètres, j'ai compris que si j'en faisais plus, c'était fini pour mon matériel. Donc là, je me suis dit non, allez, je fais demi-tour et j'ai esquivé la trace. Donc je n'ai pas respecté la trace pendant environ 2 km. Et là, ça a été très très dur mentalement parce que une partie de moi avait envie de terminer le challenge et pour terminer le challenge, il faut respecter la trace à 98%. Mais une autre partie de moi n'avait plus envie en fait de me battre contre la météo et je me suis dit c'est pas grave, j'ai envie d'arriver à Nîmes, c'est quand même mon objectif. Mais je vais finir par la route parce que au moins s'il pleut sur la route, je m'en fiche. Mais là, les chemins, ça demandait une attention trop importante, trop énorme. En tout cas, pour moi et pour ma vision du vélo, je prenais vraiment plus de plaisir. Après, je me suis retrouvé sur cette étape-là. Donc, par chance, cette étape-là, au final, avait pas mal de parties routières. Donc, sur la première heure, j'ai loupé ces 2 km de chemin. Mais après, malgré tout, je respectais l'itinéraire. J'ai repris un chemin à un moment, ça passait, donc j'ai continué de respecter. Et après, je me suis retrouvé sous un orage monstre, perdu au milieu de l'Auvergne, pas de village, pas d'habitation, rien. Je voyais la foudre, donc là, franchement, je ne faisais pas le malin du tout. Et j'étais loin d'être rassuré. Mais voilà, j'ai terminé l'étape, tant bien que mal. Je suis arrivé à Saint-Flour. Là, le mental a vraiment joué au yo-yo ce jour-là. Par contre, je savais que je pense que j'allais traverser le plus dur. Parce que j'avais regardé la météo, le jeudi et le vendredi s'annonçaient bien meilleurs en termes de météo. Et je me suis dit, bon allez, sur le plan du parcours, je n'ai peut-être pas encore fait le plus dur, mais en tout cas sur le plan météo, le plus dur est derrière moi, je pense. Donc voilà, c'est vrai que je vous parle beaucoup météo depuis le début, parce qu'au final, sur ces premières étapes, je n'ai même pas trop profité du paysage qui était pourtant magnifique, parce que je me concentrais vraiment sur la trace, sur la météo, sur tous ces petits aléas. Ensuite, 7e étape, la 5e du challenge Tourmagne, Saint-Flour-Mende. Donc là, c'était ma plus petite étape, 125 km, plus petite en termes de kilométrage, parce que je voulais arriver à Mende, car si je poussais plus loin, et ben en fait, il n'y avait plus de ville de taille moyenne après Mende, dans les 60 km après Mende, ce qui faisait que soit je faisais un 200 km, mais avec 3500-4000 mètres de D+, ou alors je faisais une plus petite étape, qui me permettrait de récupérer un petit peu pour la dernière étape du challenge. Donc 125 km. Le matin, encore un petit peu compliqué parce qu'au final ça s'est pas levé tout de suite. Je suis parti dans un épais manteau brumeux où du coup je n'ai pas pu voir le fameux viaduc de Garabi. Je l'ai vraiment vu au dernier moment. Si vous avez vu les photos, j'ai pas vu de loin parce qu'il y avait vraiment un brouillard assez impressionnant ce jour-là. Mais l'après-midi, ça s'est levé. Une magnifique étape où là on quittait vraiment l'Auvergne pour arriver dans les Cévennes. Un paysage qui changeait bien, du sacré dénivelé. Donc voilà, c'était déjà, j'ai un peu plus profité. Et une fois arrivé à Mende, je savais qu'il me restait un gros morceau, Mende-Nîmes, mais mentalement pour moi c'était dans la poche. Et la seule chose qui m'aurait pu faire ne pas finir ce challenge aurait plutôt été une casse matérielle ou autre.
Donc le 24 juin, je suis parti pour ma 8e étape et la dernière donc de ce challenge Tourmagne, 172 km, Mende-Nîmes, un début d'étape très difficile sur le plan du dénivelé, mais magnifique. Magnifique, les dômes, franchement il y avait eu 2 montées très très dures, alors déjà la montée l'Orange à la BR, et après une autre montée très très difficile sur une partie gravel de 7-8 km, mais gravel limite VTT, ça rendait pas du tout. Je devais être à 6-7 km/h dans les côtes. Et une fin d'étape un peu plus facile en termes de dénivelé, il y avait quasiment plus de dénivelé sur la fin, mais gravel jusqu'au bout, puisque jusqu'à arriver aux 200 mètres de la Tourmagne, qui était donc le lieu final de ce challenge Tourmagne, c'était encore du gravel et des DFCI. Donc une dernière étape qui s'est déroulée à merveille. Donc jusqu'ici j'avais respecté ma timeline, 8 étapes d'affilée, pas de jour de repos, toutes les villes étapes que je m'étais fixées, je les ai atteintes, donc au final c'était nickel. Il devait maintenant me rester le retour, donc hors challenge, qui était plutôt là une organisation personnelle, pour rentrer donc de Mende en Vendée, dans les Pays de la Loire. Et je dois vous avouer qu'en fait, autant physiquement ça allait, je vais y revenir après, mais j'avais une fatigue mentale, beaucoup de travail qui m'attendait aussi au retour. Bref, alors c'est sûrement peut-être des excuses, mais pas mal de prétextes pour que je raccourcisse un petit peu. Donc ce que j'ai fait une grande partie en train, et je suis rentré après en 2 étapes, avec notamment une dernière étape La Rochelle, les Sables d'Olonne, le dernier jour. Mais donc voilà, au lieu de rentrer en 5 étapes, je crois, en 4 étapes je m'étais fixé, je suis rentré en 2 étapes beaucoup plus light, et en évitant notamment une grosse partie du dénivelé dans l'Écosse. Mais pour moi ça n'a pas enlevé trop de saveur à ce périple, puisque j'avais atteint ma cible, atteint ma target, qui était d'arriver à Nîmes et de respecter les règles du challenge, puisque le challenge a bien été validé, j'ai respecté la trace à 99,2%, ce qui fait de moi un finisher officiel entre guillemets du challenge Tourmagne. Voilà, donc ça c'était pour vous poser le contexte, et avant de parler plus en détail de l'organisation, des petits tips que je peux vous donner, voilà, vous poser un peu le contexte sur le sujet de l'aventure, qui était donc à 45-50% une trace gravel, notamment vous l'aurez compris sur les 6 étapes dédiées au challenge Tourmagne, avec une partie sur ce gravel de 50% cassant, 50% très roulant. Alors c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué à du gravel en haute montagne, tout de suite ça change la donne par rapport au gravel roulant auquel je suis habitué. Donc quand même beaucoup plus cassant, beaucoup plus pierreux. Ça demande de la vigilance, même en descente, surtout en descente d'ailleurs. Mais ça passe. Le gravel était quand même le vélo adapté pour ce challenge. Alors après, vous avez été beaucoup à me poser des questions, et notamment quelles conditions physiques pour s'attaquer, alors soit à ce challenge si vous êtes tenté de le faire, soit à quelque chose de similaire, c'est-à-dire une épreuve ou un parcours bikepacking d'environ 1000 km que vous souhaitez faire sur une semaine ou moins. Moi, il faut savoir que je m'entraîne 7 jours sur 7. Donc environ 360 jours à l'année sur 365, et j'ai à peu près 4-5 jours off dans l'année, complètement off, à raison de 12-15 heures de sport par semaine. Alors je ne fais pas que du vélo, c'est pas 15 heures de vélo, je fais du triathlon, donc j'ai un gros bloc de course à pied, de natation, et aussi un petit peu de renforcement musculaire dans ma semaine. Ce qui fait en fait que je suis arrivé sur ce challenge avec 5000 km de vélo, donc c'est loin d'être énorme, c'est loin d'être important pour des gens expérimentés dans le domaine de l'ultra-distance, mais aussi un volume important en course à pied de plus de 1000 km depuis le début de l'année. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait mon corps était habitué à avoir une charge d'entraînement journalière, et pas que depuis cette année, puisque ça fait quasiment 11 ans que je fais du sport à une intensité, à une dose assez élevée en tout cas. Ce qui fait que mon corps est habitué à avoir une charge d'entraînement toute l'année, tous les jours, tout le temps. Et hormis des pépins physiques, je savais qu'enchaîner les heures de selle, surtout dans une zone d'intensité très faible, puisque moi j'ai réalisé ce challenge, le but c'était pas de le réaliser le plus vite possible, mais juste de le terminer dans de bonnes conditions. Donc j'ai vraiment mis une zone d'intensité, une intensité très très faible
que ce soit dans les cols, sur le plat. Alors pour ceux à qui ça parle un petit peu, j'étais vraiment toujours dans la zone 1 d'intensité, hormis dans les montées où on vient régulièrement dans les zones 2. Mais voilà, mon cardio excédait très rarement les 100 battements par minute. J'étais entre 95 et 110 battements en moyenne sur mes sorties. Donc voilà, vraiment une allure très faible pour m'assurer en fait de pédaler 8, 9, 10 heures par jour. Pas avec aisance, je vais pas vous le cacher, mais ça sera d'abord et davantage une fatigue mentale qu'une fatigue physique. Après, il y a tout ce qu'on contrôle pas. On peut avoir des douleurs aux fesses, on peut avoir une douleur au genou, comme je vais y revenir par la suite, mais sur le plan juste physique, mon corps était habitué. Donc, la chose par contre qui me faisait peur, c'est que je réalise au final très peu de sorties longues. Dans mes 10-15 heures d'entraînement hebdomadaire, je fais du sport tous les jours, mais entre 1h30 et 2 heures par jour, souvent avec 2 entraînements par jour, donc 2 disciplines différentes, par exemple course à pied le matin et 1h30 de vélo le soir. Ce qui fait que je le savais, je manquais de sorties depuis le début de l'année, je n'avais fait par exemple aucun 150 km. Donc ça je le savais. Mais pour compenser ça, depuis plusieurs semaines et mois, pour compenser ce déficit en endurance, je travaillais sur des sorties courtes, mais de qualité. Avec du fractionné, différentes intensités qui me permettent en fait de combler ce manque de foncier par des séances plus intenses et donc malgré tout de travailler mes zones d'endurance. Donc sans aucune vanité, je peux dire que ça a été sur le plan physique. Alors je ne dis pas que c'est facile, loin de là, mais à aucun moment je me suis dit je suis juste physiquement et ça va pas passer. Au rythme auquel j'ai choisi de faire cette épreuve, avec l'intensité avec laquelle j'ai choisi, j'ai été en contrôle. J'aurais pu me mettre dans le rouge si je me suis dit non, faut que je le réalise en 4 jours ou peut-être même en 5 jours. Mais voilà, je l'ai vraiment réalisé en contrôle. Et au final, ça m'a permis d'arriver tous les jours dans mes villes-étapes entre 15h et 17h, d'avoir suffisamment de temps pour récupérer, même si je partais tôt le matin, mais d'avoir une vraie nuit de sommeil. Voilà, à aucun moment, j'ai mis mon corps en péril par rapport à ça. Je n'ai eu aucune douleur, notamment due à la position ou à l'enchaînement des heures de selle. Pourtant, j'avais une position assez agressive sur mon gravel, puisqu'en fait, c'était ma position de tous les jours quand je fais des sorties plus courtes avec le gravel. Donc, position quasiment de coursier. Mais pareil, là aussi, mon corps est habitué. Donc, au final, j'ai pas eu besoin de changer, d'augmenter la hauteur de la potence, etc. La seule petite zone d'ombre au tableau, c'est qu'il y a une douleur au genou qui est apparue, au genou gauche, notamment sur les 2 dernières étapes. Mais j'ai clairement identifié la cause, je le savais. J'ai monté les côtes et les cols trop en force. Et ça, c'est uniquement de ma faute. Il y a eu un mauvais choix de développement dès le départ. Je vais y revenir après. Je le savais que ça allait être juste sur le plan du développement. Et du coup, je l'ai payé, en fait, surtout musculairement sur ce genou gauche qui s'est inflammé. Un petit peu de repos quand je suis rentré, et là aujourd'hui 3 semaines plus tard, plus aucune douleur au genou, parce qu'en plus j'habite en Vendée, donc sur un terrain relativement plat, donc avec un travail en force qui est moindre quand même. Bref, tout ça pour vous dire que si vous souhaitez faire ce type de challenge, il faut quand même un minimum de conditions physiques. Alors ça va dépendre de 2 choses, du nombre de kilomètres que vous souhaitez faire par jour, ainsi que du rythme. Mais dans tous les cas, 900, 1000, 1200 km, c'est absolument pas à prendre à la légère. Voilà. Ensuite, combien de jours pour réaliser 900 ou 1000 km sur un terrain gravel un petit peu accidenté? Alors là, je veux dire 4 jours. 4 jours si vous faites de l'ultra-distance et que vous avez une excellente condition physique. Si vous souhaitez mettre la performance au premier rang, le challenge Tourman peut se réaliser en 4 jours. On a d'ailleurs un concurrent, je crois que c'est Grégoire, qui l'a réalisé en 4 jours, en dormant très peu, en faisant des plus longues étapes, 4 jours. En 5 jours, si vous avez une bonne condition physique quand même déjà, et que vous souhaitez rouler plus de 10 heures par jour. J'aurais pu par exemple le réaliser en 5 jours, si au lieu de m'arrêter dans les villes étapes à 16 heures, eh bien en fait je m'étais arrêté à 18 ou 19 heures, ça rajoute 3 heures de pédalage, 12-3 heures de pédalage par jour. Sur 5 jours, ça fait une étape en plus. 6-7 jours, ça me paraît bien si vous êtes déjà bien entraîné et que vous souhaitez prendre du plaisir tout en ayant quand même une petite
une petite notion, pas de performance, mais un petit peu, ouais voilà, on le fait quand même en 6-7 jours. Et après 8-10 jours. 8-10 jours, je pense que c'est le mieux pour ce type de challenge parce que ça permet vraiment de profiter, de jamais se mettre dans le rouge, d'avoir des étapes plus courtes, de bien lisser son dénivelé et donc au final de réaliser presque avec facilité le challenge si on n'a pas de soucis physiques. Donc 8-10 jours, si vous avez du temps devant vous, pas d'obligation professionnelle personnelle et vous avez vraiment du temps, 8-10 jours ça me paraît top comme durée pour réaliser ce type de challenge. Parce qu'en fait, il faut vraiment se détacher de tout ce qu'on entend un petit peu aujourd'hui à droite à gauche. Toujours la course à la vitesse, aller le plus vite possible. Au final, on ne profite pas. Et ce genre d'aventure, moi, très clairement, je ne l'ai pas fait pour me dépasser sur le plan physique. Alors, je pensais pas que ça allait être aussi dur, mais je l'ai fait pour me dépasser sur le plan mental. Et ça a très très bien fonctionné parce que ça a vraiment été très dur sur le plan mental à certains moments. Mais je l'ai aussi fait en fait pour profiter, pour découvrir la France, pour traverser des coins que je n'aurais jamais vus autrement. Donc ça, je pense que c'est aussi une notion importante à prendre en compte et que des fois, à vouloir foncer à toute beurzingue, en fait, on loupe plein de choses, quoi. Rouler toute la nuit, c'est cool, mais on passe à côté du paysage les 3/4 du temps. S'imposer 2-3 heures de sommeil, voilà, c'est des choses qui notre corps n'est pas fait pour faire ça non plus. Et si vous n'êtes pas un compétiteur, vous ne visez pas à tout prix la performance, détachez-vous complètement de ce genre de défi et réalisez plutôt le challenge à travers l'image qui vous ressemble vous, quoi. Si votre kiff c'est de le faire en 12 jours, faites-le en 12 jours et le plaisir sera décuplé à la fin. Ensuite, sur ce type de challenge, moi je vous conseille vraiment de bien regarder la trace et d'anticiper ce qui peut venir. Par exemple, moi, à titre personnel là-dessus, je pense que j'ai bien géré le fait de répartir de manière équilibrée mon dénivelé. Je savais que les 400 premiers kilomètres étaient relativement plats, donc j'ai fait des étapes un peu plus longues tout en gardant du jus, parce que je savais que la deuxième partie du challenge serait beaucoup, beaucoup plus corsée. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu 4 étapes entre 2000 et 2006 de dénivelé, ce qui fait que j'étais pas surpris, je savais à quoi m'attendre quasiment chaque jour en termes de dénivelé. Et ça a permis d'habituer mon corps petit à petit et pas de lui créer une grosse surprise avec une journée à 4000 mètres, quoi. Surtout que moi je ne suis pas habitué à faire du dénivelé, hein. Voilà, j'habite dans une région plate, je vais très rarement en montagne avec le vélo, je suis pas un grimpeur. Donc je savais qu'il fallait pas que je me surestime sur le plan du dénivelé. Ensuite, quand réaliser ce type de challenge ? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on fait un parcours gravel, la météo va avoir un rôle énorme. Déjà sur toute aventure à vélo, la météo a un rôle énorme, mais sur un parcours gravel, elle a un rôle encore plus important parce qu'en fait, la météo va considérablement changer le terrain de pratique. Et une piste qui peut être gravel en temps normal, peut quasiment se transformer en piste VTT parce qu'on va avoir des ornières qui sont créées avec les pluies diluviennes, des choses comme ça, un terrain qui va être beaucoup plus gras, etc. Ce qui fait que vraiment la météo peut changer un terrain. Moi, je pense que je suis parti malgré tout au bon moment parce que je suis parti sur les journées qui étaient les plus longues. Donc pour quelqu'un qui cherche à le faire en mode ultra distance, c'est intéressant parce qu'il aura une luminosité maximale tout au long de la journée. Mais voilà, j'ai eu quand même beaucoup d'orage, donc ça je pouvais pas l'anticiper. Mais globalement, j'ai pas eu de neige au sommet, puisque on montait pas très haut, on montait à 1500 mètres, mais 1500 mètres au niveau de la Marguerite, etc. Je pense qu'il y a que en juin, juillet, août où on n'a pas de neige. Donc voilà, ça reste une petite plage dans l'année. Mais je pense que c'est quand même plus sympa de réaliser ce type de challenge au beau jour. Là, les derniers concurrents qui sont partis, ils ont eu de grosses canicules. Franchement, je sais pas ce qui est le pire. Beaucoup, en fait, supportent mal la chaleur. Moi, à titre personnel, je supporte plutôt bien la chaleur, surtout sur des intensités comme ça, relativement faibles en termes d'intensité. C'est pas une course de vélo, une compétition ou autre. Donc, le cardio va monter un peu à cause de la chaleur, mais en s'hydratant bien, en se couvrant bien. Voilà, on peut limiter un petit peu la casse. Et même s'il faut faire très attention aux insolations ou autres, personnellement, j'aurais préféré avoir 35 degrés tous les jours pendant mon challenge qu'avoir la météo que j'ai eue, quoi. D'ailleurs, le dernier jour, je suis parti, il faisait 6 degrés dans la descente du col le matin. Et l'après-midi à Nîmes, j'ai eu 40 degrés, quoi. Donc une belle plage de température, quand même.
Bref, ce que je veux vous dire, c'est que si vous observez 3 jours de pluie consécutifs sur une zone, là, le terrain il va complètement être changé, etc. Une petite averse de temps en temps, ou une averse qui vous suit, bon, ça va pas trop modifier le terrain. Mais là, c'est qu'en fait, il y a eu une grosse condensée de pluie sur la même zone dans un laps de temps très réduit. Et ça a considérablement changé le terrain. Ensuite, bivouac ou hébergement en dur. Alors, l'aventurier qui se met en moi aurait tendance à privilégier le bivouac, comme pour toutes mes précédentes aventures. Mais là, je dois vous dire que j'ai quand même bien apprécié le fait de dormir à l'hôtel ou même au camping le premier soir notamment. En fait, avec les conditions climatiques que j'ai eues, savoir que je pouvais essayer de faire sécher mon matériel le soir, nettoyer un peu mon vélo, me réchauffer, ça a été un gros plus. Parce que même en dormant à l'hôtel, je suis resté quand même pendant 48 heures avec des chaussures détrempées, avec du textile encore un peu mouillé, parce qu'en fait, il faisait tellement humide que même dans une chambre d'hôtel, ça ne sèche pas toujours comme on voudrait que ça sèche. Donc, j'imagine même pas si j'avais opté pour un bivouac dans de telles conditions. Franchement, donc aucun regret. Ça casse peut-être un peu le côté aventure, mais voilà, moi j'ai pas fait ça pour me prouver que j'étais un surhomme ou autre. J'adore le vélo, c'était déjà le challenge, l'objectif, c'était de prendre du plaisir sur le vélo. Le reste, il faut que ça reste du plaisir aussi. Donc si je m'ajoutais des contraintes supplémentaires à côté, voilà, j'avais rien à me prouver sur ce plan-là. Donc j'étais très satisfait de l'hébergement en dur. Par contre, oui, ça va ajouter un coût assez important à l'aventure. Après, aujourd'hui, on sait que acheter aussi un bivy, un matelas hyper compact, etc., c'est un coût important qui peuvent vous représenter quelques nuits d'hôtel aussi. Mais bon, ça c'est vraiment à titre personnel. Faites comme vous avez envie. Vous pouvez aussi prévoir les deux, c'est-à-dire le minimum pour pouvoir dormir dehors, mais ne pas se priver d'une bonne nuit d'hôtel après une journée difficile, ça réconforte quand même. Donc voilà. Ensuite, sur le plan du matériel, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le gravel était le plus adapté pour ce type d'aventure. Alors certaines portions étaient vraiment limites, mais en fait les nombreux kilomètres sur le bitume favorisent ce type de machine. Et je sais qu'il y a un ou deux concurrents jusqu'ici qui sont partis avec des VTT. Et voilà, sur les parties quand même plus bitumées, je pense qu'il y a une sacrée perte en rendement pour une dépense énergétique identique. Côté transmission, on voyait large, parce qu'en fait, une fois chargé, ça change complètement les repères. Et moi, je le savais avant de partir que ça allait être juste, mais je n'avais pas envie ni la possibilité de changer complètement ma transmission. Donc moi, j'étais en double plateau, 46-35, et à l'arrière, 10-36. Ce qui me faisait que mon plus petit développement était en 36-35, donc même pas un ratio de 1. Donc, à vide, je passe quasiment partout. Chargé, c'était très compliqué. Très compliqué dès qu'on était sur du 15-20% chemin, du 10-15% chemin, ou du 15-20% route, quoi. Donc très très compliqué là-dessus. Si demain je devais retenter ce type d'aventure, je verrais quand même plus large parce que là j'avais pas de marge de manœuvre et je montais vraiment l'école trop en force et ça a eu un impact énorme derrière, notamment sur mon genou gauche. Côté pneus, j'avais opté pour les Hutchinson Touareg en 40 mm. J'étais très content, très satisfait de ce montage, une seule crevaison répertoriée. La section de 40 mm, selon moi, ça a été parfait parce qu'en fait, ça m'a permis d'avoir un rendement correct sur les portions roulantes, de passer quasiment partout. Alors, certaines portions auraient peut-être nécessité du 45, voire du 50 mm pour vraiment gagner en confort. Mais là, j'étais très satisfait de mes 40 mm avec montage tubeless. Côté bagagerie, donc vous allez bientôt pouvoir retrouver le test complet de la gamme Zefal. Il sera peut-être même sorti au moment où je vais publier le podcast. Donc vous pouvez, s'il est sorti, je vous le mets en description du podcast. Sinon, vous le retrouverez rapidement sur gravelpassion.fr. Mais j'étais équipé quasiment full Zefal en bagagerie. Et franchement, rien à redire. C'était parfait. J'ai parfaitement équilibré le poids avec mes 2 sacoches de fourche. On se dit souvent que des sacoches de fourche, ça va un peu nous déséquilibrer ou autre. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je trouve que ça apporte justement un équilibre sur l'avant du vélo si c'est bien réparti. Ça vient compenser avec tout le poids qu'on a mis à l'arrière, notamment avec la sacoche de selle. Je trouve qu'en descente, ça a une maniabilité excellente. J'ai pris beaucoup de plaisir. Je me suis même amusé dans certaines descentes. Nickel. Excellente maniabilité. Je recommande vraiment les sacoches de fourche du moment que vous équilibrez les poids. Donc voilà un petit peu le retour que je peux vous faire sur ma petite aventure à vélo. J'espère que
Ça va vous permettre vous aussi de vous lancer, parce que vraiment vivre ce genre d'aventure, c'est vraiment un souvenir que vous allez conserver très très longtemps, voire à vie. J'ai aucun regret, je suis très heureux d'avoir effectué cette aventure. De toute façon, qu'importe la fin, même si la fin aurait été moins positive que ça n'a été le cas, j'aurais quand même été satisfait. Ça crée des souvenirs à vie, ça met le mental, ça fait travailler le mental, ça nous ressort plus grand que ce qu'on était avant de débuter l'aventure. Donc franchement, allez-y, foncez, mais ne foncez pas la fleur au fusil. Préparez un minimum, préparez-vous physiquement, préparez le matériel, anticipez le maximum d'aléas, mais lancez-vous. En limitant et en préparant au maximum, vous allez en fait limiter le nombre de choses d'avaries qui pourraient vous arriver. Si en amont de votre voyage à vélo, vous essayez d'anticiper tout ce que vous pouvez contrôler, et bien le jour J, il pourra arriver que ce que vous ne contrôlez pas. Donc la météo, quelques casses matérielles que vous ne pouvez pas anticiper en amont, quelques pépins physiques. Mais voilà, des petits détails, mais avoir un vélo qui est révisé parfaitement avant le voyage, anticiper des choses avec des crèmes de protection au niveau du fessier par exemple avant de prendre la route, avoir une stratégie nutritionnelle et de ravitaillement aux petits oignons, etc. Ça va vous permettre de savourer d'autant plus votre séjour à vélo. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus, je vous laisse le guide complet de mon retour d'expérience sur ce bikepacking en description. Et puis je reste disponible pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous partagerai les détails de cette aventure. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très vite pour de prochains numéros où on se concentrera un peu plus sur des points spécifiques matériels. J'ai encore pas mal de choses à vous partager pour vous aider et vous accompagner dans votre pratique du gravel au quotidien. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao. Ce podcast vous a été proposé par gravelpassion.fr, la première plateforme française 100% dédiée au vélo de gravel.